Je vous remercie. Donc, comme je l'avais indiqué, je vais passer immédiatement la parole à notre rapporteur pour un premier flot de questions. Bien, Monsieur le Ministre, donc j'ai sous les yeux un article qui fait état d'une interview donnée par Olivier Blanchard, que vous avez bien sûr côtoyé, économiste en chef au FMI, qui dit ceci, je vais citer deux phrases qu'il a dites à propos de la situation économique du moment, les doutes qui s'instillent dans beaucoup d'esprits, même les plus libéraux. Il nous dit « Nous avions sous-estimé le rôle de la finance. Les économistes avaient oublié les leçons de l'histoire. » Fin de citation. Alors, comme préambule, je voudrais que vous me donniez votre sentiment. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Et si c'est le cas, est-ce que vous pourriez détailler et préciser ce qui est entendu par le rôle de la finance, qui aurait été sous-estimé, et les leçons de l'histoire? Qu'en pensez-vous? J'aurais scrupule à parler à la place d'Olivier Blanchard et à vous dire ce qu'il a voulu dire. Mais je peux vous dire comment je l'entends. Olivier Blanchard est un des plus grands économistes aujourd'hui vivants, et j'ai pour ses connaissances, son analyse, le plus grand respect. Mais la phrase que vous venez de citer fait exactement écho à ce que je disais en commençant. C'est-à-dire que les économistes sont mal armés sur les problèmes de la finance. Car ce qu'ils ont appris à l'école, ce qu'ils ont enseigné à leurs étudiants, ce sur quoi, pour leur immense majorité, ils travaillent, pas tous, leur immense majorité, ce sont des problèmes où la question financière, on dirait la question monétaire dans le passé, la question financière aujourd'hui, est assez largement laissée de côté. Et donc, Blanchard a raison de dire que la plupart des économistes ont sous-estimé, je ne sais plus exactement quel est le verbatim, mais enfin bon, ont sous-estimé le rôle de la finance parce que c'est exactement le problème qui se pose, qui est que ceux qui sont censés être les plus experts en la matière sont en fait relativement peu formés, effet de génération, effet de période, je n'en sais rien, relativement peu formés à ce qui est devenu très rapidement, bousculant les rythmes habituels de l'acquisition des connaissances, ce qu'est devenu le monde de la finance. Quant aux leçons de l'histoire, je ne sais pas exactement à quoi il fait allusion, sans doute à la crise de 29 et à la façon dont la contagion du Kreditanstalt s'est organisée, parce que c'est un des aspects, justement, du problème de ce monde de la finance, si on veut l'appeler de cette manière, que la transmission se fait de façon extrêmement rapide et que les problèmes de contagion, ils sont plus importants encore ou plus rapides encore qu'ils ne le sont par les canaux traditionnels de l'économie réelle, c'est-à-dire du commerce, par exemple, ou même des taux d'intérêt. Donc, je ne suis pas surpris de cette phrase, et elle va dans le même sens que ce à quoi je crois. Alors après cette question un peu générale qui situe quand même le décor, j'ai lu un papier il y a quelques années à propos du FMI qui faisait état de l'existence dans les paradis fiscaux, dans les territoires offshore de par le monde, d'un montant cumulé de 18 000 milliards de dollars, ce qui correspond à peu près au tiers du PIB mondial. Donc d'abord, est-ce que vous confirmez ces chiffres à la date d'aujourd'hui? Et deuxième question, mais qui est directement liée à cela, encore une fois, dans une réaction publiée en avril de cette année, le FMI disait que les paradis fiscaux en soi ne constituaient pas une menace pour la stabilité financière mondiale. Y a-t-il pas contradiction dans ce constat et l'évaluation du risque implicite par l'existence de ces sommes considérables dans les territoires offshore, c'est-à-dire non régulés et gérés en toute opacité? Oui, d'abord, il y a une petite distinction, me semble-t-il, qu'il faut faire entre ce qui est paradis fiscaux et ce qui est territoire offshore. Et on pourrait concevoir qu'il y ait des zones offshore qui ne soient pas des paradis fiscaux. Il se trouve que souvent, les deux aspects sont cumulés. Mais ça n'est pas la même mécanique. Et donc le premier chiffre auquel vous faisiez référence renvoyait, si j'ai bien entendu, à l'estimation qui vaut ce qu'elle vaut. C'est toujours pareil, dans les zones d'ombre, c'est difficile d'estimer, mais qui concernait les paradis fiscaux. Elle me paraît réaliste, je ne sais pas exactement de quand elle date, mais enfin l'idée que, grosso modo, transite quelque chose des montants qui sont du tiers du PIB mondial me paraît même plutôt faible, à vrai dire, plutôt faible. Les quantités ou les grandeurs sur les questions financières étant souvent des multiples des grandeurs réelles. Donc ça ne me paraît pas du tout inconcevable. Contradiction, oui, oui et non. Le paradis fiscal en lui-même n'a pas de conséquences systémiques. Il a des conséquences injustes quant aux États qui sont dépourvus des recettes fiscales qu'ils devraient avoir. Il a des conséquences injustes en termes redistributifs entre les citoyens. Mais le fait que
certaines sommes échappent à l'impôt, frauduleusement ou à moitié frauduleusement par des montages à la corde raide sur la légalité, n'a pas obligatoirement de conséquences systémiques. Là où ça a des conséquences systémiques, c'est lorsque les créations d'instruments financiers fondés sur l'opacité qu'il y a dans ces territoires conduit à, l'exemple le plus frappant, vous l'avez cité, c'est celui que chacun a en tête, à une crise du type de celle des subprimes, qui repose bien fondamentalement, si on en écarte tous les aspects particuliers et spécifiques, sur la méconnaissance qu'avaient les acheteurs, quand bien même ils étaient des banques, la méconnaissance que les acheteurs avaient des paquets structurés, de ce qu'il y avait dans les paquets structurés qu'ils achetaient. Et c'est cette opacité-là, qui vient notamment et qui est renforcée par les territoires offshore, qui, elle, est très déstabilisante. Donc une chose est la partie... Alors comme les deux sont souvent au même endroit, vous avez raison de les rejoindre, mais je crois que pour l'analyse, il est utile de les distinguer. Une chose est la partie purement fiscale, que évidemment je n'approuve pas, mais qui n'a pas les mêmes conséquences que la partie qui est équilibrisme financier. Quel est le rôle exact du FMI par rapport à cette activité financière dans les territoires offshore ou paradis fiscaux où l'un et l'autre est ensemble et quelle action menez-vous? Quel type d'action avez-vous sur ces réalités financières? Je suppose que avez-vous veut dire aviez-vous? Oui, à l'imparfait. Pardon de vous corriger. À vrai dire, peu. Peu pour deux raisons. La première, c'est que ça n'a pas été à l'origine une fonction qui a été dévolue au FMI, pour deux raisons évidentes. C'est que lorsque le traité de Bretton Woods a été rédigé, le problème n'était pas considéré comme majeur. D'ailleurs, il ne l'était pas. Et donc, même si après, au travers de différentes propositions et d'actions de ses membres, le FMI a été amené à s'interroger sur ces questions-là, ça n'est pas dans sa nature première. La seconde raison, qui est une des grandes limitations, et ça aussi ça fait partie du traité d'origine, de l'action du FMI, c'est que le FMI n'intervient dans un État qu'à la demande de celui-ci. Et tout le monde ne sait pas toujours cela. Et le FMI n'est pas une structure, pour ce sujet comme pour d'autres, susceptible de dire « je viens vous voir parce que ça va mal chez vous » ou « je considère que ça ne va pas comme il faudrait ». Ça va mal pour des questions de balance des paiements ou ça ne va pas comme il faudrait pour des questions, par exemple, de transparence financière. Le FMI n'intervient qu'à la demande du membre en question, et tant qu'il ne demande pas formellement, le FMI est à l'extérieur. Si bien que vous vous en doutez, pour ce qui est des zones dont l'activité peut sembler contestable, paradis fiscaux ou centres offshore, il ne demande rien. Et comme il ne demande rien, le FMI a bien du mal à y mettre le nez. Alors il faut nuancer ce que je viens de dire, parce qu'un certain nombre de décisions internationales, de pression, tordre le bras de ces États généralement pas très vastes et pas très puissants, a fait que quand même que des investigations ont eu lieu, mais relativement peu, pour la raison que je viens de dire. Alors si on rentre dans les investigations qui ont pu avoir lieu, notamment la voie d'accès qui a été principalement choisie a été la voie prudentielle. L'idée était de dire, dans ces pays, dans ces îles, pour aller vite, parce que ce sont souvent des îles, donc ça permet d'avoir un terme générique, il y a des systèmes financiers. Ces systèmes financiers doivent se soumettre au fonctionnement des institutions financières en termes prudentiels. Et donc, le contrôle prudentiel est légitime et il était très difficile pour les États en question de refuser le contrôle prudentiel. Donc, ce contrôle prudentiel ayant eu lieu, il permettait de mettre le nez un peu dans ce qui se passait. Mais le résultat, ça a été qu'au bout de quelques années, en termes prudentiels, les banques de je ne sais quelle contrée sur les fameuses listes rouges CDE étaient parfaitement carrées en termes prudentiels et donc il n'y avait pas grand-chose à leur reprocher là-dessus. Ça a quand même été un moyen d'y aller voir. Et évidemment, l'autre cas, c'est lorsqu'un drame quelconque se passe, que là, pour le coup, le pays fait appel au FMI. Alors ça, c'est l'occasion, évidemment, de mettre son nez plus avant. Mais le FMI a les mains assez liées dans cette affaire. Un certain nombre de procédures, au cours du temps, ont permis de lui donner un peu de marge de manœuvre, mais beaucoup moins qu'il ne le faudrait. Donc ça, c'est dans l'aspect investigation. Votre question, je pense, couvrait aussi un autre aspect qui est dans les préoccupations du FMI. Comment est-ce qu'il essaye de tenir compte de ça? Alors ça, évidemment, là, il n'y a pas de limitation formelle et le fonds essaye autant qu'il le peut,
avec quand même une interférence avec le point précédent, c'est qu'il faudrait pouvoir aller voir sur place. Souvent, on ne peut pas aller voir sur place. On ne peut que demander à l'État qui veuille bien nous dire si. Évidemment, vous mesurez que ça fait une certaine distance. Mais néanmoins, la préoccupation sur la stabilité financière globale est devenue de plus en plus importante, surtout depuis la crise de 2007-2008, où le fonds a pris un rôle bien plus considérable que celui qu'il jouait avant. Mais il reste en clair une limitation très forte qui ne fait pas du FMI ce que, de mon point de vue, il pourrait être. Et ce, du point de vue de beaucoup de citoyens, il l'est déjà, mais il se trompe en le croyant, une sorte de gendarme. Le terme est un peu vague, mais enfin bon, pas un superviseur, c'est pas un superviseur au sens bancaire, mais gendarme, l'imprécision est utile, de la finance internationale, sauf qu'il n'en a pas les moyens aujourd'hui, pas les moyens légaux, et du coup pas non plus les moyens intellectuels, parce que n'ayant pas les moyens légaux, il n'y a aucune raison de recruter des gens pour le faire. Bien, une dernière question, Monsieur le Président, avec votre permission, avant de partager le temps et afin que mes collègues puissent poser leurs questions. Vous avez évoqué au début l'idée que ce n'est pas la finance en elle-même qui serait en cause dans nos difficultés, mais davantage les utilisateurs dont il faudrait améliorer le comportement. Donc vous avez évoqué la responsabilité des financiers dans les crises financières. Est-ce que vous pourriez préciser qui sont ces esprits animaux, pour reprendre l'expression de Keynes? Avez-vous en tête les traders, les dirigeants, les superviseurs, les banques elles-mêmes? Quel est votre point de vue? Je vais vous dire. Permettez-moi de commencer par une anecdote qui se situe à la fin de l'année 2008. Quelques semaines, je ne dis plus la date exacte, peut-être novembre-décembre, quelques semaines, 1 ou 2 mois après le krach de Lehman Brothers. C'est un dîner à Washington autour du secrétaire du Trésor de l'époque, Paulson, auquel je participais, et il y avait là, disons, une demi-douzaine des grands banquiers américains, aussi bien de banques d'investissement que des banques de dépôt. Et l'un d'entre eux, je dois dire à la surprise générale, en tout cas encore plus à la mienne qu'à celle des autres, a fini par dire sur un ton quasiment implorant, en s'adressant à Paulson, mais mettez-nous des règles en place pour qu'on soit obligé de les respecter. C'est-à-dire que ce grand patron de la finance, d'une des grandes institutions financières mondiales, était dans un état de trouble avancé. C'est juste, je vous dis, c'est juste après Lehman, mais un état de trouble tel qu'il disait nous sommes des êtres faibles, enfin ça voulait dire ça, et nous ne sommes pas capables tout seuls de nous réguler. Il faut que vous, puissance publique, ça se passe aux États-Unis, ça ne se passe pas dans la France colbertiste. Il faut que vous, puissance publique, vous mettiez en place la régulation qui nous empêche de faire des bêtises. Donc les esprits animaux, ils existent. Ils existent sur toute la chaîne. Ils existent d'en haut en bas. Vous citiez différentes professions. Ils existent dans toute la structure. Et c'est à chacun des niveaux de la structure qu'il faut mettre en place des éléments coercitifs si on veut éviter que ces esprits animaux s'expriment. Alors, lesquels, en l'occurrence, avez-vous des idées précises sur ces régulations? Je vais y venir. Je disais tout à l'heure qu'il faut que les politiques mises en place n'empêchent pas la prise de risque. Rien ne serait plus grave. La banque au sens large, est là pour pouvoir prendre des risques. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. C'est comme ça que la société investit dans des technologies nouvelles. Des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait de la prise de risque. Le problème, c'est quand la prise de risque est excessive, difficile à mesurer, mais ça, on voit bien le sujet, et quand elle se fait non pas tellement parce qu'on a l'espoir que ceci va ouvrir des voies nouvelles, mais parce qu'on veut en tirer un lucre personnel. Donc oui, je pense que pour être très direct et très clair, il faut que les sanctions, lorsqu'elles existent, soient des sanctions qui touchent les individus dans toute la chaîne hiérarchique et pas les institutions. Enfin, pas les institutions. Je me moque qu'elles touchent aussi ou pas les institutions. Je ne cherche pas à épargner les institutions. Mais ça ne sert pas à grand-chose qu'elles ne touchent que les institutions. Il faut que les individus, dans leur comportement, intègrent le fait que s'ils font un métier où ils manient du risque, ils seront certainement beaucoup mieux rémunérés que s'ils font un métier dans lequel ils ne l'ont pas, mais qu'à cette rémunération est aussi associé, pour le coup, un risque qui est un risque de responsabilité personnelle. Si on ne met pas ça en cause, si on ne met pas des instruments de ce type en place, alors dans l'ensemble de la chaîne, la déresponsabilisation est telle qu'au nom, en maquillant ça, au nom de l'intérêt de l'entreprise, etc., des risques sont pris qui sont absolument démesurés. Pourquoi est-ce que des risques sont pris qui sont démesurés? Pourquoi est-ce que ça existe partout? Pourquoi est-ce qu'il y a cet esprit moutonnier? Parce que
pour deux raisons. La première, c'est que la technicité de la chose est devenue telle que la plupart des acteurs sur ces marchés utilisent des modèles très sophistiqués. Le problème est que nous savons manier assez facilement des modèles qui reposent sur des aléas gaussiens, c'est-à-dire sur des distributions de probabilités dont les extrêmes sont faibles, ou les événements extrêmes sont rares, alors que la réalité, en matière financière en tout cas, mais pas seulement, dans bien d'autres domaines aussi, repose beaucoup plus sur des distributions de probabilités où les queues de distribution sont larges, c'est-à-dire où les événements très extrêmes arrivent, pas très souvent, mais ils n'arrivent pas avec des probabilités quasi nulles. Et quand on utilise les premiers modèles, parce que c'est les seuls qu'on sait analytiquement traiter, ben évidemment on a tendance à penser que la catastrophe n'arrive pas, parce que sa probabilité est tellement faible. Le problème, c'est que la réalité n'est pas ça. La réalité, c'est qu'évidemment, les extrêmes sont moins probables que le centre, mais ne sont pas improbables du tout. Et dans ces conditions, la catastrophe, elle peut arriver. Les travaux, il y a un nilologue qui s'appelle Hearst, qui dans les années 20 avait commencé par constater que les crues du Nil suivaient justement des lois qui n'étaient pas des lois gaussiennes, c'est-à-dire des lois dont les extrêmes n'étaient pas improbables. À partir de là, beaucoup de travaux ont été faits, notamment ceux d'un mathématicien dont vous avez sûrement entendu le nom, qui s'appelle Mandelbrot, et les travaux sur les fractales. Le problème, c'est qu'on sait maintenant comprendre le problème, mais on ne sait pas traiter. Donc tous les modèles, pour aller vite, pardonnez-moi d'avoir été trop long et un peu pédant, tous les modèles utilisés dans l'industrie financière reposent sur des lois de probabilité où les événements les plus extrêmes ont une probabilité tellement faible d'arriver que, évidemment, ça conduit à prendre plus de risques qu'on ne devrait en prendre. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on ne sait pas trop faire autrement. Est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, les ordinateurs, la technique mathématique, que sais-je, fera qu'il en sera différent? J'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc ça, c'est vraiment une première raison où la prise de risque, avec presque de la bonne foi, le modèle dit que on peut le faire, donc on le fait. Le problème, c'est que le modèle est faux. La deuxième raison pour laquelle la prise de risque est trop grande, c'est que, pardonnez-moi d'être brutal, et je suis enregistré, scruté, donc je ne veux choquer personne, mais je vais essayer de le dire de façon raisonnable. Disons que le gendarme n'est pas assez armé. Si je me laissais aller, je dirais volontiers que les superviseurs sont nuls. Enfin, ça me serait reproché, donc je ne vais pas dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que quand, sur les autoroutes, on limite la vitesse, mais qu'on sait que quand même existe des voitures qui roulent beaucoup plus vite, on met en place des gendarmes et qu'on équipe des voitures analogues, parce que sinon, ce n'est pas la peine, ce n'est pas avec une Clio qui vont rattraper une Ferrari. Le problème est le même. Si on veut surveiller correctement ce qui se passe dans la sphère financière, il faut que les surveillants, là c'est plus tellement l'équipement, ce n'est pas la machine qu'il faut, c'est les bons hommes, aient la compétence pour le faire. Mais pourquoi ils ne l'ont pas? Parce qu'on ne peut pas les payer. Parce qu'on ne peut pas faire venir dans des organes de surveillance des gens qui, quand ils sont de l'autre côté de la barrière, du côté de l'industrie, vont gagner 10 fois, 100 fois, 200 fois ce que la puissance publique peut leur offrir. Alors je ne sais pas comment on apporte une solution à ce problème, mais la réalité est là. Et la conséquence, c'est que nos gendarmes y rament derrière, à des distances considérables, de la compétence technique de ceux qui sont dans les institutions. Du coup, on n'est pas surpris de ce qu'ils soient incapables a priori. Après, a posteriori, quand ils font l'inventaire quand ils font l'autopsie du cadavre, ça, ils voient bien ce qui s'est passé. Mais le problème, c'est de le voir en temps réel, sinon on n'arrive pas. Et une autre raison qui vient de ce que, enfin toujours dans la difficulté de la supervision et du contrôle, enfin qui est variable selon les endroits. Aux États-Unis, une large partie du problème venait de ce que l'organisation du système était faite selon l'activité première de l'institution financière. En clair, AIG, qui a été au centre de beaucoup de difficultés à la suite des subprimes, est une compagnie d'assurance à l'origine. Donc la régulation était faite par les organes de régulation des assureurs. Alors eux qui étaient à des années-lumière du problème, même si ensuite AIG a fait bien autre chose que de l'assurance. Donc ça, c'est un premier type de problème. C'est propre aux États-Unis, ce n'est pas le cas en Europe. En Europe, le problème est un peu différent, c'est que la supervision est totalement éclatée. Et que, en dépit des discours qui sont faits dans des conseils européens sur l'union bancaire, il n'y a absolument pas d'union bancaire aujourd'hui.
et absolument pas de supervision transfrontalière. Je ne veux pas m'appesantir sur les raisons qui font qu'il y a des discours sur la nécessité de l'union bancaire, mais que chacun des États essaye de faire que ça n'avance pas. Ça nous entraînerait au-delà du débat de cette commission, mais la réalité est quand même là. Si bien que les vraies questions que pose le risque, c'est-à-dire la diffusion, la contagion dont on parlait tout à l'heure, et aujourd'hui en Europe par exemple la contagion transfrontalière, dont la crainte a beaucoup, enfin a freiné, et même plus que freiné, a bloqué beaucoup de ceux qui, en réfléchissant au cas de la Grèce à l'origine, disaient il faut y aller massivement, en disant non, si on y va massivement, le problème de contagion va faire que vous vous rappelez de ce discours. La contagion est fondamentale. Or, dès lors qu'il reste des supervisions nationales et pas une supervision intégrée, la contagion est possible. Des questions aussi simples que ce qu'on appelle le problème du home and host, c'est-à-dire est-ce que c'est le superviseur de home quand il y a une filiale, s'il y a une filiale d'une banque française en Grèce, est-ce que c'est le superviseur de home, c'est-à-dire de la banque française, qui va surveiller ce qui se passe dans la Grèce, ou est-ce que c'est le superviseur du pays hôte, de host, qui va le suivre? Ceci n'est pas réglé. Et dès lors que ce n'est pas réglé, vous imaginez que dès qu'un problème n'est pas réglé, évidemment, ça ouvre des failles à tous ceux qui veulent se glisser dans cette faiblesse de supervision. Donc on ne peut pas concevoir sur un territoire comme celui de la zone euro, je ne parle même pas de l'Union européenne, une supervision qui ne soit pas intégrée. C'est la nécessité de l'union bancaire qui est réclamée par le FMI, par exemple, depuis des années et des années, à cause de la crise, ou grâce à la crise plutôt. Les Européens ont fini par l'accepter, mais l'accepter sur le papier. Dans la réalité, il n'y a rien qui soit fait, très peu. Il va se passer énormément de temps avant que peut-être ça existe. D'abord parce que techniquement, ce n'est pas facile à mettre en œuvre, ça je veux bien, mais aussi parce que beaucoup de pays n'en veulent pas trop. Ils veulent garder leurs superviseurs nationaux, parce qu'ils ne veulent pas que les autres viennent mettre leur nez. Et sans citer personne, car là je rentrerai dans la zone qui m'est interdite, il y a de très grands pays européens, très très grands pays européens, qui ont de très très gros problèmes avec leurs banques régionales, mais qui mettent la poussière sous le tapis, parce que c'est le régulateur et le superviseur national qui surveillent. Et ils ne veulent absolument pas, quels que soient les discours, qu'une supervision supranationale se mette en œuvre. Permettez-moi juste de citer un chiffre à cet égard. Lorsqu'il y a eu les premiers stress tests faits à la suite de la crise, etc., en Europe, le résultat, le premier stress test, aboutit à ce que, en collectant justement les travaux faits par les superviseurs nationaux, en mettant tout ça en paquet, etc., je ne sais plus si c'est la zone euro ou l'Union, je risque de dire une bêtise, enfin c'est l'un ou l'autre, mais peu importe, est arrivé à ce que les banques avaient besoin d'une recapitalisation de 3 milliards. Pas grand-chose. Il y avait des problèmes par-ci, par-là, disaient les superviseurs nationaux, et tout ça mis en paquet, ça faisait 3 milliards. Bon. Le FMI, à partir de données publiques et d'hypothèses de stress un peu différentes de celles des Européens, est arrivé au fait qu'il fallait entre 70 et 80 milliards. Je ne vous dis pas le scandale que ça a créé dans les chancelleries. Et le FMI a été gentiment prié de garder ces chiffres pour lui. Comme ça a fui depuis, je m'autorise à le mentionner, ce que je ne ferai pas sinon. Ce qui est intéressant, c'est que quelques mois plus tard, il y a eu la crise irlandaise. Et là, il a bien fallu aller creuser dans les banques irlandaises pour voir ce qui s'y passait. Et il est apparu que ce qui manquait comme capital aux banques irlandaises, c'était 24 milliards, qui, dans les 70 du FMI, comptaient pour 17. Donc le FMI s'est peut-être un peu trompé, c'était 24 et pas 17, encore qu'il s'était passé quelques mois entre les deux. Donc bon, mais ça montre cette proximité entre les 24 constatés après coup en Irlande et les 17 anticipés par le FMI quelques mois plus tôt, montre que les 70-80 globaux n'étaient pas faux. Sauf que le résultat annoncé par les institutions européennes était 2 à 3 milliards. Pourquoi? Parce que justement les superviseurs nationaux se faisaient un devoir de cacher les difficultés que leur propre système pouvait connaître. Pour des raisons politiques, pour éviter d'attirer les rapaces qui du coup se disant il y a des situations, il y a des banques en situation difficile, on va aller les racheter. Pour des tas de bonnes raisons qu'individuellement on peut trouver comme assez honorables. Mais le résultat, c'est que les superviseurs, je le disais tout à l'heure, ne sont pas exactement ce qu'il faudrait. En Chine, c'est assez balbutiant. Et le système, là, n'est pas l'unification,
mais le fait que les autorités chinoises ont laissé grimper en flèche ce qu'on appelle les NPL, c'est-à-dire les prêts les prêts aux particuliers, aux entreprises, qui sont en faiblesse, probablement pas remboursés ou pas tous remboursés, et donc le système bancaire, au sens large, chinois est devant une grande difficulté de ce point de vue-là. Au Japon, là encore, c'est quelque chose de différent. Chaque fois, c'est différent. Ça tient beaucoup dû à la culture, mais beaucoup d'institutions financières qui auraient dû soit fermer, soit être achetées, soit être recapitalisées, parce qu'elles étaient en situation difficile, ne l'ont pas été avant même la crise des subprimes, pour des questions de face, parce que ça aurait été faire perdre la face aux dirigeants des banques en question. Et donc, chaque fois, pour une raison ou pour une autre, aux quatre coins de la Terre, la supervision fonctionne mal. Or, la supervision est essentielle si on veut être capable de localiser ceux qui prennent des risques et de les mettre en garde, éventuellement avec fermeté, contre les risques indus qu'ils sont susceptibles de prendre. Le résultat de tout ça, nous avons parfaitement compris votre démonstration sur la supervision. Je finis une phrase. Le résultat de tout ça, c'est la catastrophe de la crise chypriote. Car ce qui s'est passé à Chypre, j'espère, est apparu à tout le monde comme une véritable catastrophe du fonctionnement du système. L'idée que ce soit au travers des déposants que l'on puisse remettre sur pied une nation financière, c'est tuer même l'idée qui est à l'origine du système bancaire et qui est la confiance que le déposant a dans sa banque. Donc, tout ça pour vous dire, merci de m'arrêter, Monsieur le Président, vous avez raison, je risquerais d'être trop long, mais que les esprits animaux existent, mais qu'il y faut des gendarmes d'une autre nature que ceux dont nous disposons aujourd'hui. Merci, vous n'êtes pas trop long, Monsieur le Ministre, mais je souhaite évidemment donner la parole à certains de mes collègues qui vont reprendre un certain nombre de points ou élargir ce débat. Et à titre personnel, je voudrais me permettre une question qui est certainement un sous-sujet, qui rebondit sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant l'optimisation fiscale. Est-ce que cette optimisation fiscale, qui ne se nourrit que de la concurrence entre les systèmes fiscaux, est-ce que, en votre qualité de ministre ou de directeur du FMI, est-ce que vous avez pu poursuivre ou initier certaines actions tendant à entamer une certaine harmonisation fiscale? Sous branche de la question, le gouvernement français, quel qu'il soit, a-t-il d'autres pouvoirs ou d'autres leviers que diplomatiques pour inciter, inviter ou forcer ses partenaires à plus d'harmonisation fiscale? Alors, le FMI incite à l'harmonisation fiscale, partie du politiquement correct, donc évidemment, c'est mieux. Et donc, il n'y a pas de raison que le FMI, comme les autres, n'y pousse pas. Ses pouvoirs pour l'obtenir sont quasi nuls. Pouvoir de conviction. Mais bon, on rencontre votre deuxième question à ce moment-là, c'est dans un ensemble intégré comme l'Union européenne, par exemple, quels sont les pouvoirs nationaux pour avancer? Si les États veulent avancer, si ceux des États qui veulent avancer peuvent avancer, mais ceux qui veulent bloquer, et on l'a vu encore récemment, ont un pouvoir considérable pour bloquer, même si le rapport de force peut conduire que certains petits États, même s'ils veulent bloquer, finissent quand même par céder. Mais c'est bien dans le rapport de force que ça se situe, c'est bien dans la politique que ça se situe, et nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut une volonté politique considérable pour arriver à faire en sorte que cette harmonisation fiscale avance. Et cette volonté politique, elle me semble, dans la plupart des cas, moins forte dans la réalité que dans les discours. Nous allons passer maintenant à d'autres questions. Si vous le voulez bien, mes chers collègues, je vais essayer de grouper par trois questions, ce qui permettra peut-être de rendre efficaces à la fois les réponses et la gestion du temps. Alors, Madame Goulet, après la question de Monsieur Collin, et puis la question de Madame Bouchou. Puis après, nous reprendrons une autre valse de questions. Allez-y. Oui, Monsieur le Ministre, s'agissant de la volonté politique, on a vu dans le cadre de la précédente commission d'enquête sur l'évasion fiscale les très nombreuses difficultés que nous avons eu à insérer dans les dispositifs, 2 ou 3 dispositions que nous avions vues.
Donc ça, c'est clair. En ce qui concerne la formation, on a vu aussi les difficultés, notamment au sujet des prix de transfert. On a aussi bien conscience depuis Inside Job, notamment, mais ça c'est l'autopsie dont vous avez parlé, quelques difficultés. Donc j'aurai évidemment beaucoup de commentaires et beaucoup de questions. Je vais me limiter à 2. Quelles seraient vos préconisations s'agissant de la prévention des conflits d'intérêts ? Parce qu'il semblerait quand même que ce soit au cœur d'un certain nombre de difficultés et de dysfonctionnements. La deuxième chose, quelles seraient vos préconisations en dehors de la formation des agents vérificateurs? Et là, on a eu aussi beaucoup d'exemples de ce qu'ils étaient mal formés pour appréhender les difficultés, s'agissant des prix de transfert. Collègue Colin va vous poser la question suivante. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci à Monsieur le ministre Dominique Strauss-Kahn d'éclairer notre commission de son expertise. Alors, j'ai 2 questions. La première, même si c'est plutôt la Banque mondiale qui s'intéresse à ce sujet, je voudrais vous interroger sur les constatations que vous avez pu faire dans le cadre du FMI sur le fonctionnement, mais aussi le contrôle des banques du continent africain et plus précisément des pays destinataires de l'aide au développement de la France. Vous savez que plusieurs économistes, voire certains grands bailleurs de fonds, estiment que la corruption fait obstacle à l'efficacité de l'aide au développement. Il existe par ailleurs des soupçons sur l'utilisation qui peut être faite à partir des banques africaines de certains pays. Dans ces plans de l'ajustement structurel, je suppose que le FMI a pu examiner cela d'assez près, même si, comme vous l'avez rappelé, il n'a pas de fonction a priori de gendarme. Ma deuxième question, si vous le permettez, comment analysez-vous la contradiction entre la fiscalité, dans la fiscalité américaine, entre une action qui semble assez résolue dans le cadre du FATCA contre les particuliers et les facilités offertes aux entreprises qui ne sont pas taxées sur leurs bénéfices à l'étranger, dès lors qu'ils ne sont pas rapatriés? N'y a-t-il pas dans le FATCA une armée suprématiste contre l'Europe? C'est ma deuxième question. Je vous remercie. Madame Bouchou, pour sa troisième question, puis après, Monsieur le ministre, vous répondrez sur ces 3. Bonjour, vous nous avez parlé des acteurs, du système et des usages, avec une responsabilité majeure des usagers et des acteurs. Donc un exemple micro qui peut vous sembler anecdotique, mais qui a été abordé l'an dernier dans la commission. Pouvez-vous nous dire si vous avez entendu parler, soit dans vos fonctions ministérielles, soit lors de votre séjour aux États-Unis, des pratiques de la famille Wildenstein qui, à une échelle inédite, mêlaient les trusts, les dons et prêts à certaines institutions et une activité financière et des liens bancaires extrêmement délicats, voire problématiques, puisque vous savez peut-être qu'il y a en France une demande de recouvrement pour 650 millions d'euros pour fraude fiscale qui est en cours. Donc si vous aviez des précisions sur ces usages, qui sont les usages d'un type d'acteur qui éclaire aussi ce sujet. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Merci, Président. Madame Goulet, sur la prévention des conflits d'intérêts, c'est un sujet tout à fait central, puisque c'est justement bien là que... il y a 2 types de conflits d'intérêts qui sont au cœur de l'affaire. Il y a des conflits d'intérêts au sens plus traditionnel, qui est le conflit d'intérêts entre quelqu'un qui intervient sur un secteur au nom de son entreprise et qui, pour une raison ou pour une autre, a des intérêts ou a eu des intérêts. Bon. Et puis il y a le conflit d'intérêts au sens de l'intérêt particulier et de l'intérêt de la collectivité. Les 2 problèmes ne sont pas exactement les mêmes. C'est tout à fait au cœur de notre affaire et je ne suis pas convaincu que la pratique américaine sur ce sujet soit la meilleure. Vous savez que la pratique américaine, en gros, vise non simplement le conflit d'intérêts, mais la perception que l'on pourrait avoir d'un conflit d'intérêts. Autrement dit, vous êtes en situation de conflit d'intérêts, même si vous n'avez rien fait, mais simplement que vous donnez le sentiment, ou vous ne donnez pas le sentiment, mais les faits sont tels qu'on pourrait penser qu'il y a conflit d'intérêts. Parce que ceci paralyse totalement, et c'est toujours pareil. Quand une mesure est trop extrême, à l'arrivée, finalement, elle devient inopérante. En revanche, la sanction du conflit d'intérêts reste donc ex ante. La sanction du conflit d'intérêts ex post, c'est moins satisfaisant parce que les problèmes se sont déjà posés, mais au moins, on sait de quoi on parle. Et donc, moi, je serais plutôt d'avis de renforcer
ce qui peut exister comme législation sur ce sujet, mais encore une fois, ex post, ça n'empêche pas d'avoir des éléments ex ante, mais pas aussi larges et généraux qu'il y a aux États-Unis. L'exemple le plus connu, un peu anecdotique là aussi, et qui n'a pas de grand rapport avec notre affaire, mais qui le montre bien, c'est la difficulté qu'ont les présidents américains nouvellement élus de se faire non seulement un gouvernement, mais les premiers niveaux en dessus du gouvernement, parce que dès que quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, est susceptible de se dire on va me reprocher de ne pas avoir payé un PV de stationnement interdit il y a 3 ans, il dit j'y vais pas. Parce que, bon. Et donc ce type de blocage-là ne renforce pas l'efficacité de l'État non plus. Alors, bon, je ne reviens pas sur la formation des agents, vous l'avez évoqué elle-même, ce ne sont pas les agents qui sont en cause, évidemment, mais la réalité des choses qui fait que c'est très difficile. Le problème des prix de transfert est extrêmement important, puisque c'est un des canaux, pour certains types d'activités, le principal, par lequel, en fait, on maquille, il faut bien appeler les choses comme elles sont, une réalité pour pouvoir déplacer à l'endroit où on le souhaite l'émergence de profits, de résultats, qui seront, en tout cas généralement, ça va dans ce sens-là, moins taxés, voire pas taxés du tout, par rapport à ce qu'ils auraient été sinon. Donc ça, c'est très compliqué, mais de nouveau, la compétence qu'il faut pour être capable de rentrer là-dedans est considérable, parce que c'est très technique, et si on veut que le gendarme soit équipé, il faut qu'il soit capable d'avoir des gens de ce niveau-là, avec deux difficultés. Celle que vous évoquiez, c'est il faut la formation elle-même, il faut qu'elle existe. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a formé des gens comme ça, je dis ça rapidement et à l'emporte-pièce, mais est-ce qu'ils vont se satisfaire de salaires de fonctionnaires? Ce n'est pas absolument évident, sans être obligatoirement des avides en matière de rémunération. La difficulté est très grande. Bon. Monsieur le sénateur Collin, sur les banques africaines, oui, alors, vous dites, est-ce que la corruption fait obstacle à l'efficacité de l'aide? Oui, la corruption fait obstacle à l'efficacité de l'aide. Oui. Pour autant, là aussi, on peut être pragmatique ou rigoriste. On peut dire, dès qu'il y a corruption, plus d'aide. C'est parfait. Sauf qu'il n'y a plus d'aide du tout, alors. Ou alors on peut dire, bon, il y a un peu de fuite, c'est inévitable, ça fait partie, mais il y a une limite. Ce qui est plutôt ce qui est pratiqué en réalité. Car il y a de la corruption un peu partout, mais parfois ça reste ce que d'autres appellent des marges commerciales ou des avantages donnés aux intermédiaires. Bon. Souvent, ça va beaucoup plus loin que ça. Est-ce que le FMI a l'occasion de mettre son nez là-dedans? Oui. Quand, d'aventure, il est en charge du pays. Si ce pays, quel qu'il soit, s'est trouvé dans une situation telle, principalement des équipes de balance des paiements, qu'il doit faire appel au FMI, alors le FMI est capable d'investiguer un peu, beaucoup au travers de l'État lui-même, ça limite, enfin quand même. Mais si le FMI n'a rien à faire dans ce pays-là, c'est extrêmement difficile pour lui de mettre son nez dans des opérations où on ne lui demande pas de venir. Et c'est une question, encore une fois, ça relève d'un traité international, ça serait très difficile, mais c'est une question qui mérite d'être posée, parce que on croit qu'on a un gendarme, là aussi, et en fait, on a un gendarme qui a une épée de bois. Quant à la contradiction entre caractère très déterminé de l'action contre les particuliers et forme de laxisme qu'on avait Google récemment, qui en vient à préférer emprunter de l'argent pour payer ses dividendes plutôt que rapatrier ses profits, elle est évidente. Mais ça relève d'un état d'esprit qui est beaucoup plus vaste que cela, et qui est que chez un certain nombre de nos partenaires, et là vous en citez un parmi les plus grands, peut-être le plus grand, ce qui est autorisé est interdit est une chose, et puis il y a toujours l'intérêt national, entendu parfois comme l'intérêt des grandes entreprises, qui vient par là derrière. Là aussi, je voudrais donner à la Commission une anecdote, sans rentrer trop dans le détail. Pourquoi est-ce qu'un certain nombre de grands pays font des grands discours, et parmi ces grands pays, des très très grands pays justement, font de grands discours sur les paradis fiscaux, sur la lutte contre l'activité des hedges, etc., et qu'il ne se passe rien derrière? Ils sont incapables d'agir, ils ne savent pas de quoi ils parlaient. Pourquoi? La réalité, c'est que pour un certain nombre de ces grands pays qui ont des opérations extérieures, pas toujours
dans la pleine lumière. Il y a des opérations extérieures militaires et des opérations extérieures moins militaires. Il faut bien que les financements passent par quelque part. Et donc, la réalité, c'est que ces grands pays qui, je ne dis pas qu'ils ont raison de le faire ou pas, mais c'est comme ça, interviennent aux quatre coins de la planète. Parfois, vous mettez le nez dans des histoires où on préférait qu'ils ne les mettent pas. Donc, c'est comme ça. Ont des sommes considérables à mettre en jeu au travers de dizaines de sociétés écrans. Il faut bien qu'elles soient quelque part, ces sociétés. Il faut bien que l'argent passe par quelque part. Et donc, ces États-là peuvent raconter ce qu'ils veulent sur la volonté de lutter contre les paradis fiscaux et centres offshore. En réalité, ils n'ont pas du tout l'intention de le faire. Alors, je vous dis ça parce que j'en ai entendu parler. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Peut-être que tout ça, c'est des racontards. Mais enfin bon, quand on y réfléchit un peu, on se dit qu'il faut bien que les choses se fassent quand même. Merci. Merci beaucoup. Madame oui. Madame Bouchou, malheureusement, oui. Je n'ai pas beaucoup d'informations, plus que ce que je lis dans la presse. Je vois bien l'importance du problème et je partage votre sentiment et analyse. Enfin, il y a quelque chose d'assez massif. Je ne connais pas plus l'affaire que ce que vous en dites. Monsieur le ministre, alors je vous propose, mes chers collègues, compte tenu du temps, et bien qu'il est peut-être dans les pouvoirs du président de s'accorder quelques minutes de plus, de poser vos questions de manière très synthétique, puisque nous avons encore 4 collègues qui veulent intervenir, car il est bien évident que nous laisserons la parole en dernier à notre rapporteur qui a d'autres précisions à donner. Alors, Madame Lienemann, après Madame Zego, Monsieur Bécaud et Monsieur Lecomte. Oui, Monsieur le Ministre, moi j'avais un peu d'abord une interrogation sur la manière dont vous présentez la nature du problème. Vous tentez d'expliquer qu'au fond, ce n'est pas la structure même du système qui est en cause, mais, si je puis dire, des comportements institutionnels ou des personnes qui pervertiraient un système qui en lui-même pourrait être acceptable. Il se trouve, on n'a pas le temps, que moi je pense strictement l'inverse, mais enfin, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des turpitudes des gens qui sont les acteurs qui vont essayer de s'enrichir, etc. Mais néanmoins, je pense que le système est en lui-même dangereux. Notamment au regard du décrochage massif qui s'est opéré entre la sphère dite de la finance, en tout cas, et la sphère de l'économie réelle. J'en veux pour preuve un article fort brillant de Lionel Jospin en 2008 qui en faisait une très bonne description. Et donc, je m'interroge du coup sur les propositions que vous faites, en particulier quand vous nous dites les superviseurs, en fait, s'ils étaient bons, s'ils avaient de l'autorité, ça marcherait. Moi, je pense que structurellement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une question de compétence. Ce n'est pas une question qu'ils sont mauvais, qu'ils ne voient pas ce qu'il faut. C'est que pour qu'il y ait des superviseurs qui ont une légitimité, une compétence supérieure, il faut qu'il y ait un intérêt politique, un intérêt général, un bien commun reconnu qui leur donne cette légitimité. Et vous le décrivez très bien dans les attitudes des États qui, par devant, font semblant d'être d'accord pour une régulation, mais qui sont en compétition économique, géopolitique, et qui, de fait, n'ont pas du tout l'intention de se démunir de ce rapport de force. Donc je ne crois pas à ces situations-là. Du coup, je voudrais vous interroger plutôt sur des choses qui pourraient, si je puis dire, dégraisser le système dans son côté nocif. Par exemple, êtes-vous favorable à ce qu'on interdise le trading haute fréquence? Êtes-vous favorable à ce qu'on interdise un certain nombre de hedge funds ou qu'on en limite le champ? Est-ce que la taxe Tobin, qui était faite aussi pour connaître les mouvements de capitaux, n'est pas un des éléments qu'il faut quand même continuer à poser? Et je termine. Que pensez-vous des dernières décisions prises au G8 ou au G10, je ne sais plus lequel des deux, concernant les paradis fiscaux? Est-ce que vous imaginez que les bonnes paroles qui ont été dites vont avoir les mêmes suites que celles que vous avez observées par le passé? Je ne veux limiter personne, mais il est évident que si nous avons 4 à 5 avalanches de questions de ce type, nous allons dépasser les délais, mais nous les dépasserons. Madame Deségaux. Bon, je vais essayer de faire mieux. Monsieur le ministre, je voudrais savoir ce que vous pensiez de la loi américaine FATCA. Deuxième point, moi je m'interroge beaucoup sur le nombre de filiales des banques. Je dois vous dire que ce nombre de filiales est totalement extravagant de mon point de vue, que je pense que cela permet aux banques justement d'intervenir véritablement pour créer des paradis fiscaux, et que ces paradis fiscaux leur permettent de prendre des risques inconsidérés et d'une manière totalement opaque. Donc moi, je pense qu'il y a derrière
ce niveau de filiale, quelque chose que je ne décèle pas aujourd'hui. Je voudrais savoir si vous êtes intéressé là-dessus. Et enfin, dernière question, est-ce que la réponse à tous ces maux que nous dénonçons, est-ce que ce n'est pas une véritable harmonisation fiscale qui serait, sinon mondiale, au moins par grand territoire? Parce que tant qu'on n'aura pas, je pense, cette harmonisation fiscale, je pense qu'effectivement, on pourra faire des grandes déclarations, mais on ne résoudra pas le problème. Enfin, j'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus. Je le crains aussi, mais nous allons passer à la question de notre autre collègue, M. Picot. Monsieur le Président, merci d'abord de votre intervention qui est très enrichissante. Je voudrais insister sur ces superviseurs, parce que vous nous dites que nous n'avons pas les moyens suffisants pour payer les superviseurs suffisamment pointus pour détecter les fraudes de certains pays. Je pense que cela m'inquiète. En ce sens que vous avez eu l'occasion, lors de votre présidence, d'alerter, j'imagine, les pays et les différents gouvernements. Donc, je crois que le conseil que vous avez pu leur donner, nous devrions aujourd'hui rassembler les moyens pour quand même détecter cela, parce que cela me paraît tellement anormal. Et puis rapidement, une deuxième question, et avez-vous eu l'occasion lors de votre présidence du FMI d'intervenir justement dans des pays où il y a des zones d'ombre, dans certains pays qui abritent des paradis fiscaux, et quelle était votre attitude dans ce cadre-là? Bien, alors, avant-dernière question, Monsieur Lecomte, nous y rajouterons une dernière, Madame Rossignol, après quoi c'est définitif, vous synthétiserez vos réponses à toutes ces questions et nous laisserons la parole à Éric Bocquet. Micro. Les auditions, nous voyons une description d'un système et de ses dérives qui, en réalité, attaquent la souveraineté des États. Et c'est d'autant plus facile, d'une certaine manière, d'attaquer la souveraineté des États lorsque l'ensemble des flux d'informations, les facturations, les prix de transfert, la propriété industrielle peut circuler à la vitesse de la lumière avec les nouvelles technologies. Et dans ce cadre, l'attaque de la souveraineté des États, c'est aussi une attaque de la démocratie. Donc ça doit être un point central, en fait, d'essayer de trouver les outils pour rétablir cette souveraineté et rétablir la démocratie sur l'ensemble de l'espace économique et social, d'une certaine manière. Est-ce que il y a vraiment, si c'était juste une question de salaire des gendarmes, ça serait raisonnable, ça serait possible, mais croyez-vous vraiment que c'est la vraie question? Est-ce qu'il est possible, dans un espace limité, l'Union européenne, ou dans le cadre des espaces des négociations libre-échange, États-Unis, Union européenne, Japon, d'arriver à avoir un espace suffisant où on peut mettre en place une régulation suffisamment forte pour rétablir une souveraineté et une démocratie? Madame Rossignol, votre question, s'il vous plaît. Compte qu'il a fort bien. Si je comprends bien ce que vous nous avez expliqué, c'est que, en gros, la finance rémunère tellement bien l'intelligence qu'elle est toute drainée à son service et qu'il n'y a plus d'intelligence disponible ou le prix auquel elle est rémunérée est beaucoup trop bas pour pouvoir la contrôler. Plus, en fin de votre propos, le fait que, quels que soient les discours des États sur leur volonté de lutter contre la fraude fiscale, quelque part, ils en sont eux-mêmes tellement dépendants parce que leurs intérêts d'État combinés aux intérêts de leurs grandes entreprises font qu'en fait, ils feront le choix pragmatique de celui de leurs intérêts. Donc, est-ce qu'avant qu'on se sépare, est-ce qu'il y a un espace de régulation qui vous semblerait possible, juste histoire qu'on se quitte avec une petite bouffée d'optimisme? Bien, je vous remercie de vos questions parce qu'elles me permettent de corriger un sentiment que visiblement j'ai donné sans le vouloir. Je me suis étendu sur cette histoire des superviseurs comme d'un exemple et de la difficulté de les rémunérer, etc. C'est un aspect de la chose. C'est évidemment pas le centre du débat. Simplement, c'était pour illustrer que nous sommes dans une réalité qui comprend beaucoup d'éléments
que nous ne contrôlons pas directement. Alors j'ai pris cet exemple du superviseur puisque vous m'y incitiez en me demandant si on avait été capable nous-mêmes au FMI de superviser, mais il y a bien d'autres aspects. Je ne voudrais pas vous donner cette impression que tout repose sur le fait de savoir si on peut ou pas payer les gendarmes. Bon, alors j'en viens rapidement dans l'ordre autant que je le peux aux questions. Madame Lienemann, je ne sais pas si nous sommes d'accord ou pas, c'est un vieux débat entre nous depuis une trentaine d'années, on ne va peut-être pas le reprendre en détail. Mais non, je ne crois pas que le système soit bon et simplement perverti par de mauvais esprits. Je ne dis pas du tout ça. Je dis que le système, il est comme il est. Pour le moment, j'en connais pas d'autres, mais je veux bien qu'on en discute. Ceci dit, il est comme il est, mais qu'on pourrait le faire fonctionner beaucoup mieux si on met le point d'application de ce que l'on veut changer sur le comportement des individus, plutôt que sur des règles qui voudraient améliorer le système sans beaucoup le changer. Alors, c'est une nuance assez importante. Ce système, il a effectivement beaucoup de défauts. Je ne sais pas quel autre on pourrait mettre en place et si on pourrait l'empêcher de se développer. Mais ce que je vois, c'est qu'aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs, lorsque des textes sortent, ils visent à corriger le système, lequel se défend un peu comme une baudruche. On l'écrase d'un côté, il regonfle à un autre côté. Et en réalité, les résultats sont modestes. Et on attaque très peu quelque chose où, pour le coup, la marge, à mon avis, de bénéfice ou de progrès est considérable, qui est d'attaquer sur les comportements. C'est donc ça que j'ai voulu dire, mais pas que le système en lui-même n'était pas dangereux. Le système est extrêmement, extrêmement dangereux. Madame Deségo, le FATCA est un instrument au service des États-Unis. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Mais d'un autre côté, on ne peut pas reprocher à un État de mettre en œuvre une législation qui le sert. Simplement, il faut en être conscient. Et si je voulais faire un parallèle qui sort du champ de votre commission, mais le débat qui s'ouvre là sur le traité commercial entre les États-Unis et l'Europe est exactement de la même nature. C'est un piège considérable pour les Européens. Je crois que les Français ont bien fait de vouloir se battre sur le problème de l'identité culturelle, mais c'est un tout petit aspect du problème, très important, c'est très bien de l'avoir fait, tant mieux d'avoir gagné, pour le moment en tout cas, mais c'est un tout petit aspect du sujet. Le vrai sujet, ce sont les normes, c'est la triangulation que les États-Unis, qui ont déjà un accord avec le Pacifique moins Chine, veulent obtenir avec nous pour coincer les Chinois derrière, et nous sommes dans une situation extrêmement difficile dans ce débat-là. Pourquoi je prends cet exemple, qui n'a pas de rapport direct avec notre affaire? Parce qu'il montre que nous sommes dans un monde de méchants, pas dans un monde de gentils. Et donc il faut vouloir se battre et pas croire que les propositions des uns et des autres qui sont faites sont des propositions au nom de l'intérêt collectif. Elles sont au nom des intérêts que ceux qui sont élus ou ceux qui sont à la tête d'entreprise représentent. Sur le nombre de filiales, vous avez raison, mais c'est un peu la difficulté que j'évoquais tout à l'heure. C'est un instrument pour échapper. Mais si on ferme ce robinet-là, on peut trouver d'autres instruments. Ce qu'il faut arriver à contraindre, c'est la volonté d'échapper. Je crois vraiment très profondément qu'il n'y a rien, j'ai aucun inconvénient et j'ai aucun argument à opposer à ce que lorsqu'on constate une certaine forme de dérive, on essaie de la cantonner. Simplement, on en trouvera d'autres. Si on n'arrive pas à mettre tant soit peu de frein à la volonté qui est derrière tout ça, qui est d'essayer de contourner. Et pour mettre fin, c'est exagéré, pour limiter cette volonté de contourner le système à tout prix pour faire des bénéfices plus importants, il faut que les risques soient encourus directement par les personnes. Alors, est-ce que la réponse est une vraie harmonisation fiscale? Oui, bien sûr. Simplement, là, on rejoint je suppose, le problème résolu, quoi. Évidemment, oui. Et chaque fois que la conjoncture politique, parce qu'il y a eu un cataclysme politique dans un continent, parce qu'il y a une domination politique forte d'un pays sur un autre, d'un couple de pays sur d'autres, permet d'avancer dans ce sens-là, il faut le faire. Mais ce n'est pas exactement la conjoncture politique d'aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on avance énormément. J'ai, au passage, oublié une question plus technique de Mme Lienemann sur le trading haute fréquence, sur les hedges. Alors, sur le trading haute fréquence, oui. Oui, il y a de gros avantages à limiter cette pratique. Ceci dit, ce n'est pas totalement inutile non plus. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin d'éléments de stabilisation du marché. C'est-à-dire ce qui fait qu'en clair, la parité euro-dollar à New York, à Paris et à Tokyo est la même, c'est qu'il y a justement de la haute fréquence entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des petits ajustements qui se font. Donc, si on veut que les marchés
quoi qu'on pense des marchés, fonctionne correctement, qu'il n'y ait pas des distorsions qui s'introduisent et qui par ailleurs sont déstabilisatrices, il faut bien que d'une manière ou d'une autre, il y ait des petits mouvements qui corrigent. Donc il faut arriver à corriger les excès, c'est toujours pareil. Corriger les excès sans obligatoirement faire disparaître ce qui peut en être utile. Sur les hedges, il y a évidemment une régulation des hedges qui doit être différente, mais notamment une régulation des banques qui prêtent aux hedges. Car si les hedges fonctionnaient simplement sur leurs fonds, la situation serait passablement différente. Mais là, on rencontre pour le coup une opposition massive de nos partenaires américains, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Sur la taxe sur les transactions financières, je ne m'étendrai pas beaucoup. Je crois que c'est une vaste illusion et que tout ça va nulle part, à la plus grande satisfaction de ceux d'ailleurs qui craignent qu'on attaque vraiment le problème et qui sont satisfaits de ce qu'on se contente de vouloir mettre en place une taxe. Je ne crois absolument pas que c'est, pour le coup, à cause des innovations financières possibles, qu'on puisse piéger comme ça. Alors on peut trouver des recettes, mais si on veut trouver des recettes pour le développement, on peut aussi dire qu'on augmente partout, s'il y a la volonté politique, qu'on augmente partout l'impôt sur les sociétés de 1%, et puis on aura les recettes, si la volonté politique est là. Et si ce n'est pas principalement pour trouver des recettes, mais parce qu'on veut éviter des mouvements de capitaux déstabilisants, ce n'est pas des taxes de 0,0 quelque chose qui augmenteront quoi que ce soit. Donc tout ça, à mon avis, est un faux débat, qui ne serait pas grave si le temps qu'on passe à un faux débat n'empêchait pas d'avancer sur les vrais débats. Et votre dernier point, c'était sur les paradis fiscaux. Oui, je crains que, honnêtement, je ne veux pas jouer la zone de mauvais augure, mais je crains que ce qui a été dit récemment sur les paradis fiscaux connaisse le même sort que les déclarations d'un président de la République antérieur, à la suite d'un G8 ou d'un G20, je ne sais plus, et qui était sorti en expliquant que c'était la fin, ils étaient morts. Malheureusement, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Sur les superviseurs, je n'y reviens pas. Oui, on pourrait trouver les moyens, mais c'est toujours pareil. Le problème, c'est est-ce que véritablement, au moins dans une zone limitée du monde, disons l'Europe, les intérêts du jeu coopératif sont suffisamment importants, où on est capable de convaincre nos partenaires que les intérêts du jeu coopératif sont suffisamment importants pour qu'ils veuillent avancer ensemble. Et ce que je constate aujourd'hui dans l'Europe telle qu'elle est, c'est qu'on est loin d'en être capable et que chacun... Donc du coup, on ne trouvera pas les moyens. On pourrait les trouver, on ne trouvera pas les moyens. Oui, le FMI a été amené à intervenir dans des pays qui avaient des marges de paradis fiscaux ou qui étaient complètement, massivement des paradis fiscaux. Là aussi, toujours pareil, l'intervention du FMI est principalement politique monétaire, politique budgétaire, restabilisation des comptes. Ça n'empêche pas de mettre son nez dans des choses périphériques, mais ce n'est pas sa mission première. Et donc, la conditionnalité de ce qu'il fait a du mal à être directement branchée sur des problèmes de cette nature. Ça serait tout à fait concevable. Simplement, ce n'est pas le cas, c'est pas sa règle de fonctionnement d'aujourd'hui. La question de M. Lecomte et de Mme Rossignol, enfin, un peu la même, comme il est tout à fait juste. Nous avons des mécaniques, des habitudes, des mécaniques intellectuelles, des mécaniques législatives, des instruments que nous avons forgés au cours du temps pour jouer à l'échelle d'un État souverain. La dimension aujourd'hui du jeu s'est étendue. On joue avec des règles d'un jeu de basket sur un terrain de football. On a du mal. Est-ce que, en dépassant cette souveraineté-là, en alliant cette souveraineté avec des souverainetés voisines, en partageant cette souveraineté pour en avoir plus, c'est l'exemple de l'Europe, on est capable d'avancer? Je le crois. Est-ce qu'à partir de là, on est capable de restaurer des espaces démocratiques? Oui. À l'inverse, est-ce que si on laisse les souverainetés nationales par un nationalisme rampant mais qui s'exacerbe un peu aujourd'hui, être bousculées par la réalité, au point que les citoyens se disent finalement plus personne ne sait rien faire, est-ce que ce faisant, on ne risque pas de porter gravement atteinte à la démocratie? Aussi, j'en suis convaincu. Et donc, il n'y a de sortie pour moi, on ne serait pas surpris, que vers l'avant, c'est-à-dire vers la conquête de souveraineté plus large, plus partagée, mais du coup plus puissante à l'échelle de la planète. Sinon, la marginalisation se fera parce qu'en effet, nos populations, notre peuple français, d'autres, finiront par trouver que, puisqu'on ne peut rien faire, autant, alors certains diront faire la révolution, d'autres diront aller à la pêche à la ligne. Dans tous les cas de figure, le comportement n'est pas typiquement celui qu'on espère dans un cadre démocratique. Pour finir, je reviendrai sur la phrase de Laurence Rossignol. Ce n'est pas tellement que la finance est capable de rémunérer tout ce qui est intelligent plus que
ne peut le rémunérer la partie publique de la société, et que donc, du coup, ben, on peut plus... Oui, juste. Moi, je pense qu'il existe un espace de régulation, évidemment. J'ai passé ma vie publique à ça. Je pense qu'il existe un espace de régulation à condition de ne pas se leurrer soi-même sur l'endroit où il faut faire porter la régulation. Alors, je ne prétends pas être omniscient, et je peux tout à fait me tromper. Mais ce que je constate en tout cas, c'est que la plupart du temps, jusqu'à maintenant, on fait porter les volontés de régulation sur des endroits qui ne sont pas les plus efficaces. Et une fois qu'on a commencé à le faire, on en est satisfait, on oublie. Je finis ces interventions, si vous m'autorisez à prendre encore 30 secondes, Monsieur le Président. 30 secondes, c'est tout à fait par un possible. exemple qui va désespérer peut-être Mme Rossignol, mais la crise a accéléré la processus dit de Bâle III, c'est-à-dire l'organisation de la régulation bancaire, principalement, c'est beaucoup plus que ça, mais principalement sur l'idée qu'il fallait des banques mieux capitalisées. Bon. Parfait. Vous trouvez que finalement, c'est vrai, c'est une bonne idée. Il faut que les banques soient plus capables de résister à des chocs, donc il faut qu'elles soient plus capitalisées. Et pour ça, bah, qu'elles lèvent des capitaux, parce que sinon, au prochain choc, elles risqueraient de, etc., etc. Et c'est de la régulation, ça. Donc on peut dire, formidable, la crise a permis de faire avancer la régulation en étant plus contraignant à l'égard, disons rapidement, des banques. Bon. La réalité est très différente. La réalité, c'est que le numéro 2 du comité de Bâle, un monsieur extrêmement respectable, extrêmement savant, mais qui se trouve avoir une nationalité d'outre-Atlantique, et que quand on y regarde de près, la régulation dite Bâle III est très défavorable aux banques européennes et très favorable aux banques américaines. D'abord, parce que de toute façon, elles ne la respectent pas, et ensuite, parce que le financement des entreprises se fait dans ce pays, pas par les banques, mais par le marché, et donc en contraignant les banques, ce n'est pas très grave pour eux, de toute façon, les banques financent peu, mais pour nous, c'est exactement le contraire. Donc, on a fait de la régulation. Ça, oui, pour en avoir fait, on en a fait. Hein. Sauf qu'on a fait de la régulation pas où il fallait. Ou plutôt, on a fait de la régulation sous pression d'intérêts politiques et qui, comme souvent malheureusement, ont donné l'avantage pas là où je l'aurais souhaité et ont conduit une régulation qui dessert, de fait dessert, même si elle en renforce la capacité de résistance parce qu'ils n'ont plus de capitaux, dessert le système financier européen. Donc, oui, il y a de l'espace pour la régulation, mais toute régulation, je dirais autrement, toute régulation n'est pas bonne à prendre. Et encore faut-il savoir exactement où on l'applique. Et c'est ça le vrai sujet, ce que j'ai essayé de m'employer, je ne sais pas avec quel succès, à vous dire aujourd'hui, en vous remerciant de m'avoir convié dans cette commission, c'est que, oui, il y a de l'espace pour la régulation. Le problème, ce n'est pas de vouer hégémonie le système, parce que de toute façon, le système, il est là, et qu'on ne sait pas très bien par quoi le remplacer, mais c'est de faire en sorte qu'aux endroits où il faut, on soit capable de porter le fer, et ça requiert effectivement un certain nombre de technicités que des commissions comme la vôtre ont su rassembler. Les derniers échanges auront lieu entre notre rapporteur et vous-même. En fait, il me restait deux questions, dont une a déjà été abordée. Je voulais vous interroger sur les lois de séparation bancaire donc, qui viennent d'être votées donc, en France. D'autres ont été mises en œuvre aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Donc, si je comprends bien, à vos yeux, j'estime qu'elles sont loin du compte en matière de régulation, d'encadrement. Donc... C'est bien, c'est bien. Oui, mais c'est... À choisir, je trouve que c'est plutôt bien. On ne peut pas dire d'ailleurs que ça ait fait beaucoup d'écho et que ça ait révolutionné la planète. Hein. Donc, oui. Au dire des grands dirigeants des banques françaises eux-mêmes, effectivement, ça ne va pas très très loin. Ça n'encadre pas grand-chose sur le fond. Donc vous avez répondu en fait par anticipation. Et j'avais une dernière question. Monsieur Alan Greenspan s'est félicité il y a quelque temps de l'exubérance rationnelle, je le cite, des marchés. Quelle formule très lyrique. Quelle responsabilité attribuez-vous aux banques centrales dans les dérives financières qu'on vient de décrire durant cet entretien? Merci. La phrase de Greenspan est assez ancienne. Hein. C'est quand il était encore président de la Fed. Donc c'est il y a une dizaine d'années sans doute qu'il a dit ça. C'était au moment de la grande bulle Internet. La première bulle avant son explosion. Et l'exubérance des marchés a eu effectivement, la formule a eu beaucoup de succès. Les banques centrales. Les banques centrales sont un instrument extrêmement puissant et, comme toute institution humaine, elles peuvent faillir ou réussir. Mais il y a là un instrument de régulation, parce qu'au bout du compte, c'est le prêteur en dernier ressort.
Et comme c'est le prêteur en dernier ressort, l'utilisation, par exemple, qu'au travers de la crise, les États-Unis ont fait de la Fed, sous la houlette de Bernanke, est, à mon avis, assez exemplaire. Problème, ils ont maintenant, la Fed maintenant un bilan extrêmement gonflé. Comment est-ce qu'ils vont faire maigrir le bilan? Ça, c'est très compliqué. Mais l'instrument a été utilisé pour éviter les ennuis. Le problème pour nous, c'est qu'en dépit des qualités éminentes de Mario Draghi et des efforts considérables qu'il a fait pour que le système européen tienne debout, la BCE n'est pas un prêteur en dernier ressort. Ça n'est qu'un ersatz de banque centrale, car ça n'est pas une banque centrale qui est appuyée sur un État. C'est une banque centrale qui a un capital. Une banque centrale, elle est centrale, pour 36 raisons techniques, et notamment parce qu'elle émet la monnaie centrale, qui sert de règlement aux banques entre elles, mais elle est aussi centrale parce qu'elle est prêteur en dernier ressort et que l'État est derrière. Ce n'est pas le cas de la BCE. Et donc la situation de la BCE est une situation très particulière qui fait qu'elle joue sur les marchés comme une banque centrale, mais avec un ferment d'instabilité qui pourrait un jour se révéler dangereux. Donc, sur la question générale que vous posiez, le rôle des banques centrales est tout à fait considérable et je considère pour ma part que dans la crise depuis 2007-2008, elles ont bien joué leur rôle, bien fonctionné et qu'elles ont sauvé la mise à plusieurs reprises, avec un inconvénient qui est que par définition l'intervention de la Banque centrale est une intervention de court terme. Or, les gouvernements, je n'en cite aucun en particulier, mais notamment les gouvernements européens, ont eu tendance, c'est l'effet piégeant de la déclaration de Mario Draghi sur l'OMT, c'est que, puisque la Banque centrale résout le problème, on n'a pas à faire les réformes qu'il faut. La Banque centrale va y pallier, sauf que la Banque centrale ne pallie au problème que à court terme. Et donc, en faisant ça, les gouvernements s'exonèrent de l'action de long terme qu'ils doivent conduire, se reposant sur la Banque centrale, alors que la Banque centrale ne devrait traiter que des problèmes de court terme. Et donc, on a là un effet pervers de la puissance même de la Banque centrale qui peut à elle seule stabiliser le marché, mais avec un effet pervers qui c'est très bien, à condition que ça n'empêche pas de faire ce qu'il faut faire par ailleurs. Aujourd'hui, en Europe, ça empêche. Monsieur le ministre, il y a 2 ou 3 petites questions techniques que nous n'avons pas pu aborder. Je vous engage à nous y répondre par écrit si vous le souhaitez. Par ailleurs, nous vous ferons parvenir le compte-rendu de cette audition. Je rappelle que notre commission d'enquête, qui est mathématiquement la représentation de l'ensemble des groupes du Sénat, a souhaité unanimement entendre l'ancien directeur du FMI. C'est fait. Vous avez répondu à nos questions. L'audition est terminée. Merci.